droit de sol, comme les États-Unis. Si vous êtes né aux États-Unis, sur le territoire américain, vous êtes automatiquement américain. Mais si vous êtes né au Congo, des pères et de mères étrangers, vous pouvez vivre au Congo pendant 100 ans, vous êtes toujours étranger. Tant que vous n'avez pas demandé la nationalité. Je ne connais pas la situation de Roubero. C'est à lui de pouvoir justifier à l'opinion publique comment il est devenu congolais, parce que ceux qui ont été avec lui à l'université de Lubumbashi attestent qu'il était là-bas en tant qu'étudiant rwandais. Est-ce qu'il a pu aller au tribunal demander la nationalité qu'on lui aurait accordée donc en bonne et due forme? C'est à lui de la présence de Azarias Roubero en tant que ministre appartenant à cette communauté-là et qui semble agir avec beaucoup de conflits d'intérêts pour donner à son ethnie une portion de la terre congolaise. On connaît d'où vient Azarias Roubero pendant la période du RCD. Plus d'un Congolais s'est posé la question de savoir sur les dossiers Minembwe Gate. Qu'est-ce qui se passe tout de même à la partie est de la RDC? Est-ce que Azarias Roubero serait responsable de quelque chose? C'est vrai, nous l'avons appris tous que le maire de la commune dite rurale de Minembwe a été installé et par la suite, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans un point de presse tenu à Goma, a ordonné la surséance de ces maires qui a été installé. Alors, nous allons parler de l'historique de ce qui s'est passé à Minembwe avec un professeur des universités que je reçois ici en casquette des noms politiques. Lui, c'est Noël Tchani Mwadinvita, à qui je dis bienvenue. Merci de me recevoir à la 10e rue Télévision. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci d'abord d'être dispo pour nous. Mais je suis toujours disponible. Merci surtout de m'inviter sur votre chaîne de télévision. D'accord. Vous avez entendu parler de Banyamulenge. Et si vous avez demandé de nous faire un peu l'historique, d'une façon brève. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que la République démocratique du Congo compte beaucoup de tribus. En 1960, il y a des tribus qui étaient répertoriées. Et les Banyamulenge ne faisaient pas partie de ces tribus-là. Et il s'est fait que par la suite, il y a eu un mouvement des gens venus du Rwanda, venus progressivement à la République démocratique du Congo, s'installer dans les collines à l'est de la RDC, certains avec la nationalité congolaise pour avoir demandé la nationalité officiellement et d'autres qui n'avaient jamais demandé la nationalité. Et il s'est fait que pendant le régime de Maréchal Mobutu, il y avait un directeur de cabinet, je pense un certain M. Bissengamana, oui, qui a dû utiliser son influence auprès du chef de l'État à l'époque pour obtenir une nationalité. Là, nous sommes en 1960. Non, c'est beaucoup plus tard que ça. Okay. Mobutu n'était pas président en 1960. Donc, et on a donné la nationalité à certaines personnes. Mais par la suite, il y a eu aussi une vague de Rwandais venus pendant le génocide rwandais. Ils sont entrés au Congo, ils se sont installés donc dans les collines à l'est, Minembwe et les environs. Et parmi eux, il y a des gens qui n'ont jamais demandé la nationalité. Donc, si bien qu'aujourd'hui, il y a un groupe de Tutsis, si je peux dire, qui sont des Tutsis congolais, pour avoir demandé légalement la nationalité et avoir obtenu les papiers officiellement, et d'autres qui sont venus de façon illégale ou forcés par les cours des événements à s'installer en République démocratique du Congo. Ils n'ont jamais demandé la nationalité. Donc, on a deux groupes de personnes. C'est question aujourd'hui de déterminer qui est réellement congolais et qui ne l'est pas. Peut-on affirmer qu'il y a en RDC une ethnie appelée les Tutsis ou les Banyamulenge? Bon, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui ont demandé la nationalité congolaise individuellement et qui ont obtenu cette nationalité congolaise légalement. Ces gens-là, s'ils sont d'origine Tutsi, ils sont Tutsis, mais ils sont congolais en même temps parce qu'ils ont demandé la nationalité et on leur a accordé cette nationalité normalement. Mais il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui sont venues illégalement, qui n'ont jamais demandé la nationalité. Ces gens-là ne sont pas des Congolais. Donc ils sont Tutsis, ils sont sur le sol congolais, mais ils n'ont pas la nationalité congolaise parce qu'ils n'ont jamais demandé. C'est comme dire par exemple un blanc américain qui quitte les États-Unis d'Amérique, qui arrive au Congo, qui s'installe au Congo pendant longtemps et qui part au tribunal, il demande la nationalité congolaise, on lui accorde la nationalité congolaise.
Ce blanc-là, malgré la couleur de sa peau, il est congolais. Mais c'est un blanc d'origine américaine qui est devenu congolais. Maintenant, il peut y avoir aussi un blanc américain qui est venu pendant des années et qui est resté au Congo pendant toutes ces années, qui parle les langues locales, qui n'a jamais demandé la nationalité congolaise. Il va continuer à être américain, même s'il vit en République démocratique du Congo, il n'est pas congolais. Noël Tchami, il y a eu dans la partie est de la RDC à Uvira et puis à Baraka, les maires ont été installés. On n'a pas assisté à un tollé général. Et pourquoi à Minembwe, c'est presque la case qui a pris le fait? D'après ce que j'ai suivi sur cette question, l'installation du maire de Minembwe a été faite de façon frauduleuse. Parce qu'il y a eu un décret signé par un ancien Premier ministre, je pense que c'était Matata, et ce décret a été officiellement annulé. Une fois qu'il a été annulé, il y a des gens qui sont allés ressusciter ce décret-là du Premier ministre de façon frauduleuse. Et déjà, le fait même que Minembwe ait été mentionné sur la liste des communes qui étaient créées, 300 communes qui étaient créées par le Premier ministre, donc Matata. Déjà, le fait que le nom Minembwe s'est trouvé dessus, il y a des gens qui contestent cela. Pourquoi? Parce que Minembwe ne remplissait pas les critères du point de vue du nombre minimum de personnes pouvant justifier la création d'une commune. Mais au-delà de cela aussi, la question a été soumise à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, qui avait refusé qu'on approuve la création d'une commune appelée Minembwe. Donc, si aujourd'hui il y a des gens qui sont allés de façon frauduleuse ressusciter cela, je pense qu'il appartient à ces gens-là de se justifier. Et j'ai compris d'ailleurs que le ministre de la décentralisation, M. Ruberwa, Azarias Ruberwa, est convoqué devant le Parlement. Nous allons l'entendre, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain. Mais c'est une question qui a soulevé beaucoup de tollés, étant donné que ça a l'air de créer sur le territoire congolais un territoire qui pourrait ne pas être occupé par des Congolais et qui pourrait justifier l'arrivée massive des gens venus du Rwanda pour s'installer là-bas, réclamer d'être Congolais avec des ambitions. Plus tard d'organiser un référendum, demander donc ce qu'on appelle l'autodétermination, la séparation de ce territoire du reste donc, de la République démocratique du Congo. Donc c'est une question à prendre avec beaucoup de sérieux. Alors, si le décret de 2013 qui a été signé par Matata Ponyo a été traité du régulier, qu'est-ce qui justifierait alors cette pression ou la façon de faire que nous avons observé dans le chef de ces ministres d'État, ministre de la décentralisation, qui était en mission et est allé jusqu'à installer un maire? Il a dit que c'était par la demande de la société civile de la contrée. Je crois que c'est à Azarias Ruberwa de justifier son comportement, mais qui a été décrié par tous les Congolais. Azarias Ruberwa est ministre de la décentralisation depuis très longtemps. Il est littéralement ministre depuis pratiquement 20 ans. On a l'impression que le ministère de la décentralisation a été créé spécialement pour lui. Et il se pose aujourd'hui un problème de conflit d'intérêts parce que sur 300 communes qui ont été créées, il va pour installer un maire d'une seule commune et il appartient donc à ce groupe ethnique qui est considéré comme étant résident donc dans cette commune-là. Il se pose un problème de conflit d'intérêts. Moi, je pense que rien que pour cette question-là, parce que ça met à mal l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, ça met à mal la cohésion nationale et ça crée des conflits entre les communautés. Il est temps que Azarias Ruberwa sorte du gouvernement, qu'il aille faire autre chose. De toutes les façons, nous sommes 100 millions de Congolais. Je ne vois pas pourquoi il faut réserver donc un ministère à un individu pendant autant d'années de façon éternelle. Moi, je voudrais proposer un poste que Azarias Ruberwa pourrait occuper avec beaucoup de compétences d'ailleurs. En quelle qualité? Je voudrais proposer en tant que citoyen congolais, je pense que Azarias Ruberwa est très familier avec les questions sécuritaires donc à l'Est. Je demanderai au président de la République de lui donner une promotion pour le travail qu'il a rendu à la République démocratique du Congo jusqu'à présent et de le nommer purement et simplement ambassadeur extraordinaire, plénipotentiaire extraordinaire de la République démocratique du Congo au Rwanda. Ça, c'est la promotion. C'est une promotion parce qu'il pourrait aller... Alors, une question directe, Noël Tchami. Azarias Ruberwa est-il congolais ou rwandais?
Je ne pourrais pas répondre à cette question étant donné que la nationalité c'est quelque chose de très personnel. C'est lui qui connaît son historique. J'ai entendu que quand il était étudiant à l'université de Lubumbashi, beaucoup de gens, beaucoup de témoignages indiquent qu'il était là-bas en tant qu'étudiant rwandais. Donc, depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de choses peuvent se passer dans la vie d'un individu. Il peut être parti au tribunal, demander la nationalité congolaise, qu'on lui aurait accordé, s'il a demandé et qu'on lui a accordé la nationalité congolaise, il est congolais comme tous les autres. Mais l'histoire... Et s'il n'a jamais demandé, là, il se pose un problème. C'est à lui de justifier comment il est devenu congolais. Mais l'histoire enseigne qu'il est natif du Minembwe, c'est là où il est né. Vous savez, la loi congolaise, elle est assez complexe. La loi congolaise, donc, nous n'avons pas ce qu'on appelle le droit du sol, comme les États-Unis. Si vous êtes né aux États-Unis, sur le territoire américain, vous êtes automatiquement américain. Mais si vous êtes né au Congo, des pères et de mères étrangers, vous pouvez vivre au Congo pendant 100 ans, vous êtes toujours étranger. Tant que vous n'avez pas demandé la nationalité. Je ne connais pas la situation de Ruberwa. C'est à lui de pouvoir justifier à l'opinion publique comment il est devenu congolais, parce que ceux qui ont été avec lui à l'université de Lubumbashi attestent qu'il était là-bas en tant qu'étudiant rwandais. Est-ce qu'il a pu aller au tribunal demander la nationalité qu'on lui aurait accordée donc en bonne et due forme? C'est à lui de répondre donc à cette question. Très bien. Une question peut-être complexe. Dans ces dossiers Minembwe Gate, qu'est-ce qui dérange? C'est la présence des Azarias Ruberwa ou bien cette population majoritaire qui est des Banyamulenge qui occupe la partie est de Minembwe, je parle de Minembwe, Uvira et Calais. Qu'est-ce qui dérange dans ces dossiers? Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses qui dérangent. La présence de Azarias Ruberwa en tant que ministre appartenant à cette communauté-là et qui semble agir avec beaucoup de conflits d'intérêts pour donner à son ethnie une portion de la terre congolaise. On connaît d'où vient Azarias Ruberwa. Pendant la période du RCD, il était la personne qui dirigeait ce groupe-là, il était donc dans ce groupe-là, et ils avaient des velléités de pouvoir prendre Minembwe et en faire donc leur propre propriété. Donc, à cause de ces velléités, à cause de cette histoire, les gens sont très réticents. Ils doivent le surveiller de très près parce qu'on veut s'assurer qu'il ne vient pas scinder le Congo, balkaniser le Congo, transformer une portion du territoire congolais à un bastion des Rwandais sur le sol congolais. Donc, je pense que c'est cette histoire-là, cette historique, qui fait que les Congolais sont très regardants sur ce qui se passe donc à cette communauté et surtout sur ce que Ruberwa fait en tant que ministre du gouvernement. Vous savez, c'est quand même aussi très curieux qu'un ministre du gouvernement, lui-même je l'ai suivi sur, comment ça s'appelle, Jeune Afrique ou bien RFI. Je l'ai suivi donc dire que l'ordre de mission qu'il avait n'indiquait pas qu'il allait installer un bourgmestre donc à Minembwe. Il l'affirme lui-même. Mais si vous n'avez pas cet ordre de mission-là, vous allez et vous embarquez plusieurs personnes, y inclut des ministres, y inclut des ambassadeurs étrangers, vous débarquez là-bas, il est accueilli comme un chef d'État. C'était quand même curieux. C'est tout ce comportement-là qui a révolté le peuple congolais et les gens sont en droit de se demander qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et aujourd'hui, je pense qu'il a éveillé nos consciences. Nous voulons nous assurer que s'il avait des velléités de balkanisation ou de création d'une commune qui serait le bastion des Tutsis ou bien des Rwandais sur le territoire congolais, nous voudrions nous assurer que cela n'arrive pas parce que nous voulons que le Congo soit un indivisible et que toutes les communautés congolaises sont appelées à vivre ensemble. Vous savez, moi je ne suis pas de Kinshasa. Je suis né quelque part en Ngandajika. Dans le Kasaï central? Non, c'est dans la Lomami aujourd'hui. Lomami aujourd'hui, oui. Mais quand j'arrive donc à Kinshasa, je m'intègre à toute la communauté. Je vis avec, je ne sais pas d'où vous venez, mais avec tous les autres Congolais, on vit ensemble en communauté en tant que Congolais. Mais si on arrive quelque part où il y a une communauté qui est essentiellement originaire d'un groupe ethnique et qui semble être réservée à ce groupe ethnique-là, et qui pourrait même être hostile aux autres groupes ethniques qui viendraient des communautés donc environnantes, je pense que ça pose un problème. Donc nous voulons que le Congo soit un, indivisible, et que tous les Congolais vivent ensemble en tant qu'un seul peuple. Alors, vous trouvez ça normal qu'une commune soit appelée rurale et ne puisse pas avoir un maire installé? Bon, franchement, je ne connais pas
Pourquoi on appelle cette commune-là la commune rurale par rapport aux autres? Je ne connais pas la différence, je ne sais pas d'où ça vient. Mais je considère simplement que quand on a 300 communes qui ont été créées au même moment, soit on les installe toutes ensemble, soit on donne un calendrier d'installation de toutes les communes en disant on commence par ça, on va terminer ceci pendant ce calendrier, mais on ne prend pas les 300 communes, on sort une seule commune et on l'installe, on installe le maire et on laisse toutes les autres, ça devient très suspect. Qu'est-ce qui serait bon pour Minembwe et Azaris ne devrait pas s'y rendre pour installer? Qu'est-ce qui devrait être fait en principe? Non, à ce stade ici, l'installation a été, si je peux dire, donc annulée. L'installation a été annulée, le chef de l'État s'est prononcé, il a entendu les différentes couches sociales donc, dans les Kivu. Il a entendu les députés provinciaux, les députés nationaux, les hommes politiques, les leaders de la communauté, de ce côté-là, toutes les communautés d'ailleurs, et il a tranché en disant on va annuler ça. Je pense maintenant ce que nous devons faire, c'est suivre la procédure pour que l'annulation soit effective légalement. Et j'ai compris que pour qu'elle soit effective légalement, il faudrait qu'on saisisse le Conseil d'État et que le Conseil d'État prenne un acte juridique pour annuler la commune qui a été créée. Donc moi je crois qu'en tant que Congolais, je m'inscris dans cette logique. On annule la commune? On annule l'installation, on annule la commune de Minembwe parce qu'elle ne semble pas répondre aux critères. Et cette population, elle va s'identifier de quel contrée? Non, je vous dis bien que pour qu'une communauté soit reconnue comme étant une commune, il y a des critères. Et l'un des critères, c'est d'avoir une population d'au moins 20 000 personnes sur un morceau de territoire bien délimité. On ne va pas donc dire qu'on va créer une commune si on trouve 3 personnes ici, 4 personnes ici, et on va jusqu'à arriver en Ganajika pour déclarer qu'on a 20 000 personnes et donner cela donc à une commune. Je pense qu'on n'a pas respecté les critères. Mais on a parlé de 50 000 il n'y a pas longtemps par le porte-parole de Banyamulenge, et si j'ai bonne mémoire. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ce qui est important, le chef de l'État a dit d'ailleurs qu'il y aura une commission indépendante qui va partir de là pour se pencher sur ces questions-là. Moi, je voudrais faire confiance à cette commission-là. Elle sera constituée des gens qui n'ont pas de... qui ne poseraient pas de conflit d'intérêts, c'est-à-dire des non-originaires. Quelqu'un qui est originaire du Bas-Congo ou du Bandundu qu'on envoie là-bas pour nous donner les faits réels et constater si Minembwe répond aux critères pour être une commune ou pas. Je pense que cette personne n'a pas intérêt à aller mentir, à venir nous mentir. Donc faisons confiance à ce processus-là, qu'on entende les conclusions de cette commission qui va partir. Et quand elle va revenir, on va faire le rapport donc, à tout le monde et on pourra décider en fonction de cela. Mais pour l'instant, Minembwe n'est pas reconnu comme étant une commune rurale et le maire qui était installé n'est plus maire parce que l'installation a été annulée. Mais si vous étiez Nyamulenge, n'auriez-vous pas eu l'impression d'être mal aimé dans la partie que vous aviez naître? Vous savez, nous sommes 450 tribus. Et je n'entends jamais une tribu se plaindre continuellement comme celle-là pour dire on est maltraité, on est ceci. Vous savez, sur les 450 tribus, il y a des tribus donc d'une cinquantaine de personnes. Ce sont des minorités comme tous les autres. Donc je souhaiterais que si les Banyamulenge sont congolais, je veux qu'ils se comportent comme tous les autres Congolais. Il n'y a pas de discrimination comme une tribu spécifique à cause de la longueur du nez ou bien de la grandeur des yeux ou de ceci, de cela. Il n'y a pas ça au Congo. Les 450 tribus, nous constituons donc un pays et nous nous comportons comme un pays. Il ne faut pas qu'on puisse se victimiser continuellement. Ceux qui cherchent à se victimiser, peut-être que c'est eux qui victimisent le reste de la République. Dans l'adresse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi à Goma, il a dit que ce qui s'est passé à Minembwe, cela s'est déroulé du moment où il était absent. Cette déclaration a été commentée négativement, voire positivement. Vous, quel est votre avis? Non, sincèrement, je n'avais pas suivi ça exactement. Bon, il a dit ça. Vous pouvez me faire confiance. Moi, je suis votre source crédible. Bon, s'il l'a dit, moi, je ne peux pas juger cela parce que je n'avais pas entendu ça. Une déclaration politique Non, je ne veux pas dire que c'est politique ou c'est pas politique. Si le chef de l'État a dit quelque chose, il a des informations spécifiques qui l'ont conduit. Je ne connais pas le jour, d'ailleurs, exact où Azarias Roubero était à Minembwe. Je ne connais pas le jour où le président de la République était en voyage, où il est revenu. Il m'est difficile de pouvoir me prononcer là-dessus. Si j'avais des dates exactes dans mon calendrier pour savoir le chef de l'État est sorti du pays de tel jour à tel jour et qu'Azarias Roubero est arrivé à Minembwe de tel jour à tel jour,
Je pourrais regarder mon calendrier et me dire qui a raison et qui n'a pas raison. Mais je n'ai pas ces informations-là. Très bien. La marche de soutien à Minembwe pour dire non à la balkanisation organisée par Martin Fayulu, qui devrait se tenir ce mercredi 14 octobre, a été réprimée, je vais dire interdite par Jean-Timmy Ngobila. Et Fayulu, on a vu sa voiture être trouée au niveau de la 17e rue. Vous avez un petit mot à placer? Non, je n'ai pas de mots. Vous savez, la question de Minembwe a suscité beaucoup de réactions dans la population congolaise. J'étais l'un des premiers à m'insurger contre ça, à envoyer, suivre, regarder mes tweets. Mais vous ne faites jamais le terrain comme Fayulu. Allez-y. J'arrive. Nous avons choisi des moyens différents de faire la politique. Vous savez, je fais la politique moderne. C'est-à-dire? La politique moderne, quand il y a une question, je m'exprime, soit dans des interviews comme celle-là, et c'est suivi par tout le monde, soit aussi j'envoie des tweets ou je poste quelque chose sur ma page Facebook ou Instagram. C'est ça la Vous êtes très moderne. C'est ça la modernité. Suivez Donald Trump aux États-Unis. Il envoie 15 tweets par jour. Donc descendre sur le terrain serait devenir démodé. Non, je ne dis pas que c'est démodé. Quand c'est moderne, c'est-à-dire le contraire de la modernité. Quand il faut descendre sur le terrain, je le fais. Je vous donne un exemple. La semaine dernière, je suis descendu sur le terrain à Limete. Il y avait des festivités des jeunes enfants qui faisaient le karaté. Et j'avais trouvé un sport qu'il faut promouvoir dans notre pays. Non seulement ce sport, mais d'autres sports. Et encourager les jeunes. Je suis descendu sur le terrain et j'ai passé près de 4 heures avec ces jeunes-là. Il y a quelques jours, je suis allé dans quelques écoles primaires et secondaires à l'occasion de l'ouverture de l'année scolaire pour célébrer avec ces enfants-là. Donc ce sont des descentes sur le terrain. Donc chacun de nous a des façons différentes de le faire. Je vous informe que le 4 novembre, de 10 heures à peu près 4-5 heures plus tard, je vais animer une grande conférence à l'université de Kinshasa. Vous êtes très moderne, vous n'avez jamais connu l'odeur de la gaz, hein? Lacrymogène. Vous savez, quand il faut connaître l'odeur de la gaz, il faut le faire. Je vous informe que moi, quand j'étais né, il y avait des rébellions dans les environs. Mes parents ont dû me transporter sur le dos pour me déplacer donc d'un endroit à l'autre, me mettre donc à l'abri. On a connu donc l'odeur de la gaz depuis que j'étais petit. Donc je ne viens pas aujourd'hui chercher l'odeur de la gaz quand il ne faut pas le faire. Et quand il y a des protestations, vous savez quoi? Moi, je prends le téléphone. J'ai appelé moi ce matin Général Kassongo pour lui donner mon avis sur un certain nombre de choses qui s'est passées. Donc je le fais parfois de façon très violente en parlant avec les autorités publiques, en leur disant ici je ne suis pas d'accord, là je ne suis pas d'accord. Je vous informe que lorsque Martin Fayulu était dans les rues il y a quelques temps, on avait tiré une balle blanche sur son visage. Il était gonflé comme ça. En 2016. En 2016. Et puis, je ne sais pas si c'était au même moment ou pas, il a été même brutalisé, il était député national. Oui. Je suis descendu, moi, personnellement, au département d'État, aux États-Unis, pour dire que ce n'est pas du tout acceptable que dans mon pays, on puisse se comporter de cette façon-là à l'égard des députés nationaux qui jouissent de l'immunité parlementaire. J'ai demandé, et à l'époque, je me rappelle exactement que l'ambassadeur américain qui était ici s'appelait Jim Schwan. J'ai appelé Jim Schwan pour dire c'est quoi cette histoire. Et Jim Schwan m'a dit, je m'en vais d'abord m'informer, je vais voir Martin Fayulu, appelez-moi dans 1 heure ou 2 et je vous dirai ce qu'il est allé, ils ont fait pression, on a libéré Martin Fayulu. J'intervenais dans ces choses-là. Lorsque on a arrêté Franck Diongo, c'était la même chose que j'ai fait. Donc vous êtes un homme de terrain, si je comprends très bien. Jean-Claude Mouyambo, je suis intervenu de la même façon. Lorsqu'on a arrêté Bertrand Ewanga, c'est Bertrand Ewanga. Ewanga, oui. Bertrand, je suis intervenu de la même façon. Et je le faisais systématiquement pour tous les hommes politiques, pour qu'on les laisse tranquilles, qu'ils jouissent de leur liberté. Très bien. Maintenant que je suis ici, ne me demandez pas donc de trop faire. J'ai fait suffisamment et je le fais quand je peux, dans la limite du possible. Très bien. Je voudrais aussi avoir votre avis à chaud. L'hôtel de ville a dit non à la manifestation de la MOCA. Pendant que les dossiers Minembwe, c'est le dossier qui est dans tous les salons et politiques, voire même dans la clameur publique, est-ce que était-il opportun à l'hôtel de ville de dire non à cette manifestation qui avait un caractère de soutien toujours à l'intégrité nationale? Moi, personnellement, je respecte l'ordre public. Quand on a un mécontentement à faire, je veux qu'on demande les autorisations appropriées et quand on a ces autorisations-là, on peut sortir, se défouler, exprimer son mécontentement.
Mais même si nous sommes dans un régime d'info. J'arrive. Quand vous demandez donc l'autorisation de faire une manifestation et que l'autorité publique refuse, il doit y avoir des raisons pour lesquelles on a refusé cela. Moi, je suis légaliste. Je préfère ne pas faire de l'anarchie. Si on a demandé et que l'autorité publique a dit non, je préfère ne pas aller dans les rues. Il y a d'autres moyens pour exprimer le désaccord. Mais je ne veux pas braver la police. Vous savez combien Général Kassongo, il a des muscles comme ça. Tous les policiers autour de lui, ils ont des gros muscles comme ça. Je ne peux pas sortir pour aller confronter la police pour que nous puissions nous battre dans la rue pour prouver à la face du monde que je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Moi, je ne fais pas des choses comme ça. Donc, mais ceux qui le font, je les respecte aussi. Ok, mais et quand vous dites ça, les militants diront que c'est... ils sont sur le terrain, du temps de Kabila, c'était du corta-corta, et puis voilà, avec la police. Vous savez, c'est ça le rôle d'un leader politique. C'est de montrer le chemin, d'éduquer, de prendre position, même quand ça ne plaît pas aux gens, mais d'expliquer. Les militants qui pensent que tout doit se régler donc par des muscles dans la rue, je leur dis non. Nous ne devons pas être un pays anarchique. Nous devons respecter l'autorité publique. C'est ça l'état de droit. Quand vous avez l'état de droit et qui dit que vous avez le droit de manifester, mais pour manifester, vous devez demander les permissions et qu'on vous donne ces permissions-là, s'il vous plaît, suivons la procédure. Mais quand il s'agit de la question des Minembwe, il ne faut pas non plus que quelques individus tournent cela à leur avantage sur le plan politique, alors que cette question devait nous unir tous en tant que Congolais. J'ai entendu, je vous ai dit tout à l'heure la force du changement que moi je préside. Notre position c'est niet, on ne va pas laisser Minembwe devenir une commune rurale avec son maire installé de façon frauduleuse. Nous avons dit non, nous avons demandé au chef de l'État et à tous les autres d'annuler l'installation de ce maire-là. Nous avons entendu la position d'autres leaders politiques qui ont abondé dans le même sens. Le chef de l'État lui-même a abondé dans le même sens. Et moi, j'avais vu un tweet de Martin Fayulu qui avait abondé dans le même sens. Nous tous, Congolais, on a regardé dans la même direction sur cette question-là. Mais maintenant, il ne faut pas qu'un individu sorte du lot pour dire maintenant, moi, je m'en vais dans la rue pour réclamer que Minembwe ne soit pas reconnu comme une commune et que tous les autres qui ne viennent pas dans la rue sont en train donc de vendre la RDC aux étrangers. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, c'est de la manipulation. Je voudrais que tout le monde regarde dans la même direction quand il s'agit donc d'une question d'intérêt national. Et Minembwe, c'est cette question d'intérêt national qui unit tous les Congolais pour que nous regardions dans la même direction. Martin Fayulu a condamné dans un passé récent le silence radio observé par les caciques du Franc commun pour le Congo dans la situation qui est prévue à l'est de la République. J'ai cité Minembwe. Vous avez un temps... J'ai condamné la même chose aussi. J'ai trouvé que les gens du FCC ne sont pas très clairs sur cette question-là. Ils n'ont pas pris parole, on n'a pas entendu qui que ce soit donc soulever son petit doigt. J'ai condamné cela et je crois qu'il y a d'autres compatriotes qui ont fait la même observation. Donc il ne faut pas politiser les choses toujours, paraître comme étant la seule personne qui voit les choses mieux que les autres. Nous avons tous observé que le FCC ne s'est pas prononcé. Et moi je condamne cela. Je voudrais d'ailleurs, je suis l'une des personnes qui soutient le point de vue que Roubero du FCC doit être interpellé. Et moi je dirais même, je souhaiterais que leur autorité morale, parce que tout ce que Roubero a fait, c'est avec la bénédiction de leur autorité morale, Joseph Kabila. Je voudrais entendre son point de vue sur Minembwe. Il ne faut pas qu'il paraisse comme quelqu'un qui est toujours silencieux, mystérieux, même quand il y a des questions d'intérêt national. Même s'il n'est pas obligé de parler. Même s'il n'est pas obligé de parler. Bon, s'il n'est pas obligé de parler, qu'ils se taisent tous donc du FCC, on connaissons ce qu'ils pensent. Mais moi je demande, je voudrais, parce que c'est un parti politique, un regroupement politique, il faut qu'ils donnent leur avis pour que les Congolais comprennent et sachent exactement où ils se situent. Parce que je constate quand même une chose, il y a beaucoup de dégâts que ce groupe-là qui a dirigé le Congo pendant 22 ans a causé à la RDC. Ils nous ont laissé. Vous êtes nostalgique, hein? Ils ont laissé donc des bombes à retardement. Certaines décisions, regardez-moi toutes ces décisions dont on parle, créées par Matata ou annulées par Tchibala ou ainsi de suite, c'est toujours le FCC qui était au pouvoir. Ils ont laissé ces bombes à retardement qui explosent aujourd'hui dans les yeux de tout le monde et ils vont dire, c'est Félix Antoine Tshisekedi, ça s'est passé sous son règne. Mais le problème vient donc de leur part. Nous voudrions les entendre, qu'ils s'expliquent pour que le peuple congolais évalue et sache exactement où il se situe sur ces questions d'intérêt national. Vous êtes de quel bord politique? Je suis de la force du changement.
proche du cas pour les changements ou bien... La force du changement, c'est un regroupement politique indépendant. Je veux vous dire la particularité de notre... Oui, votre idéologie, allez-y. Notre idéologie, nous voulons le développement économique et social de la RDC au profit de tous. Nous voulons que toutes les ressources naturelles soient exploitées au profit de tout le peuple congolais. Nous voulons qu'il y ait un état de droit qui fonctionne. Nous voulons qu'il y ait la justice sociale pour tout le monde. Donc, nous voulons l'intégrité. Nous voulons la lutte contre la corruption et les antivaleurs. Ça, c'est notre position en tant que regroupement politique. Maintenant, allez-y. Mais maintenant est-ce qu'il y a d'autres regroupements politiques qui partagent le même point de vue que nous? Je constate que s'il faut comparer le FCC et le CAJ, je pense que les gens du CAJ sont plus proches de notre idéologie que les gens du FCC qui ont géré le pays pendant 22 ans et qui n'ont fait que le contraire de ce que nous sommes en train de prôner aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier, mais il ne faut pas fuir parce qu'il commence à pleuvoir. Nous pouvons continuer et pour montrer que nous sommes sincèrement des patriotes. On est quasiment à la fin de l'émission. On a presque fini. Vous avez un dernier mot pour cet entretien? Sinon, moi, je vous remercie en tout cas du temps que nous avons passé ensemble. Merci. Merci beaucoup. Je peux? Mesdames et messieurs, cet entretien est terminé et à très bientôt. Mesdames et messieurs, cet entretien est terminé et à très bientôt.